Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur les Valkyries, sur Macross, mais surtout sur l'armement des Valkyries. Les plus curieux d'entre vous auront certainement noté que les kits d'Hasegawa, notamment les VF1, n'étaient pas livrés ni avec les pilotes ni avec l'armement. Et il se trouve que c'est également le cas de la Valkyrie Bandai transformable au 1.72 que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, le lien ici. C'est le cas également des Valkyries au 1.48. Alors, quel est cet armement? Où peut-on le trouver? Faut-il en placer? Comment les placer, parce que mine de rien, les ailes des Valkyries sont à géométrie variable. Comment tout cela peut-il tenir? Comment tout cela peut-il même tenir et dans une atmosphère et dans l'espace? Comme vous le voyez, l'armement en question peut être quand même relativement imposant. Qu'est-ce qui correspond à la série? Qu'est-ce qui correspond au film? Avant de voir dans le détail ce que proposent les kits Hasegawa et Bandai, moi je vous propose d'appeler mon ami Ratatarsé pour en savoir un petit peu plus sur cet armement. Ce qu'il en ressort, d'où ça sort, comment ça a été créé, etc. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça s'inspire de la réalité? Je pense qu'il va pouvoir nous éclairer sur tout ça et finalement nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur cet armement Macross. Alors on va l'appeler immédiatement. Allô, Ratatarsé? Oui, bonjour Yvan. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va. Je t'appelle parce que j'ai besoin de tes lumières concernant l'armement des Valkyries. J'ai avec moi quelques maquettes que je suis en train de présenter là. Ouais. Le problème, c'est que même si je devine l'utilité de ces missiles, réacteurs bombes, micro-missiles pod et compagnie, même si je sais qu'on en voit différemment selon la série télé, le film, les choses comme ça, ou même les jeux vidéo, oui. L'utilité de tout cela m'échappe un petit peu, donc je me disais que peut-être tu pourrais nous éclairer là-dessus, d'autant qu'il me semble que cet armement s'inspire en fait de la réalité. Oui, alors comme dans tout ce qu'on voit dans Macross, enfin tout, on va être généraliste, mais au niveau de ce qui est armement terrestre, on va dire, tout est effectivement inspiré de la réalité. Toutes les armes qui sont en service avant le SDF1 et qui seront en service dessus sont inspirées de la réalité. Après, tout ce qui a été développé avec l'arrivée du SDF1 et donc les technologies extraterrestres, là, on part dans l'hypothèse, bien évidemment. Mais tout le reste repose sur des repères canons qu'on peut sans problème décortiquer, comme le VF1 inspiré du F-14, etc. D'accord. Et donc, du coup, j'imagine que les missiles les plus classiques qu'on voit, notamment dans la série télévisée, sont effectivement des missiles inspirés de la réalité, peut-être d'avions particuliers. Enfin, il ne me semble pas avoir vu ça sur des F-14, à moins que je me trompe. Non, tout à fait. En fait, les missiles qu'on trouve habituellement sous le F1, du moins au début de la série télé, puisque ça a beaucoup évolué après avec la puissance augmentée des ennemis, sont des missiles, donc les AMM-1, sont des missiles qui sont complètement, je dirais, contemporains par rapport à leur capacité. Ils ont été calqués essentiellement sur les capacités de l'AMRAAM qui faisait ses débuts à l'époque, en 82. Et certes, le design est différent et rappelle un peu plus les missiles européens puisqu'il manque d'empennage, notamment sur l'avant, etc. Les ailettes sont minimalistes, donc on voit bien un désir de vouloir faire évoluer le design des missiles tout en conservant des capacités offensives qui sont celles des missiles, je dirais même actuels, sur les avions en ce moment. Voilà, donc on est sur du missile qui certes a été évolué et pensé sur à la fois du RR, du air-sol, donc pour détruire des cibles à la fois dans les airs et se déplaçant sur le sol, mais on reste sur
des choses qui, de nos jours, ne feraient pas du tout pâle figure au milieu d'un arsenal. D'accord. D'ailleurs, bon, c'est juste une question d'esthétique, mais là, j'étais en train de noter que sur les boîtes, je viens de voir quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que visiblement, les missiles, en tout cas classiques, les AMM-1, semblent être tout blancs, alors que j'ai le souvenir d'avoir passé des heures à me tirer les cheveux de la tête pour tenter de peindre des détails, notamment en rouge, sur les missiles des vieilles maquettes Harry et Imai. Est-ce que tu me confirmes qu'il y a eu un petit changement à ce niveau-là ? Alors un changement, oui et non. On est sur l'éternelle question du modéliste et du accurate ou non. Il faut savoir que dans la série animée, ils apparaissent parfois sous certaines couleurs, suivant les plans. On a la même chose sur les Valkyries, bien évidemment. Et donc parfois on a le bout noir, parfois on a le bout rouge, parfois ils sont un peu orangés, parfois ils ont l'arrière complètement noir, ça s'est vu. Parfois ils sont noyés dans la même couleur que l'avion parce que les coloristes ont fait entre guillemets du travail rapide, hein. C'était censé être des plans rapides. Donc voilà. Après, il est vrai que suivant les époques, les notices des maquettes n'ont pas forcément donné toujours les mêmes couleurs. Là, on se rapproche, notamment sur les boîtages Hasegawa, des couleurs plus classiques, puisque Hasegawa fait beaucoup de modélisme militaire canon et classique, hein, d'aéronefs existants. On se rapproche beaucoup plus de ça, sachant que toutes les dernières illustrations, qui sont bien postérieures à la série, sont aussi sur ces couleurs-là. C'est-à-dire qu'on part sur du schéma militaire classique et pas avec des couleurs entre guillemets fantaisistes, même si ces couleurs fantaisistes se retrouvent parfois sur de l'armement, notamment russe, puisqu'on peut avoir des bouts colorés sur des missiles. Enfin bon, de nos jours, ça arrive fréquemment. Bon, enfin, moi, je me rappelle de missiles qui étaient essentiellement blancs avec des détails en noir et le bout rouge. Mais le fait que ce soit entièrement blanc, quelque part, ça m'arrange. C'est d'ailleurs aussi assez étonnant de voir que du coup, avec les kits Hasegawa, on a des planches de décalco quasiment dédiées aux missiles et il y a un paquet de marquages à mettre dessus, surtout sur ces tout petits AMM-1. J'en profite du coup pour passer à l'armement qui, selon moi, visiblement, moi je le rapproche de ce qu'on voit dans le film de 1984. En plus, c'est un armement qui est visiblement extrêmement lourd, beaucoup plus encombrant en tout cas, quelque chose qu'on imagine mal tenir sur une aile de Valkyrie avec une gravité terrestre normale, donc dans l'espace, hein, on le rappelle, c'est quand même gravité zéro. Donc, est-ce que tu me confirmes en fait que l'armement spatial et notamment le fait d'être en Super ou en Strike Valkyrie n'est envisageable que dans l'espace déjà dans un premier temps, ça me semble évident. Alors, c'est quelque chose qu'on me reproche assez souvent sur mes customs sur armée, c'est-à-dire que ça ne volerait jamais. Oui, c'est vrai que si on prend la gravité de ceux qui me font la remarque, effectivement, ça ne pourrait jamais voler. Non, dans l'espace, effectivement, tout ce qui est dynamique, hein, puisqu'on va pas parler d'aérodynamique, mais tout ce qui est dynamique est différent, et effectivement, de toute façon, un strike pack, un super pack ne peut pas, logiquement, voler en atmosphère, et en milieu gravitationnel que l'on connaît, c'est-à-dire milieu gravitationnel terrestre. Après, il y a des planètes qui n'ont pas la même gravité, qui n'ont pas la même densité d'atmosphère, dans lesquelles ça pourrait éventuellement être envisageable. Je pense que ça a été dessiné pour ça. Après, tout cet armement, effectivement, est beaucoup plus orienté, même si inspiré par des armements de l'époque, pour tout ce qui est combat spatial, clairement. Et d'ailleurs, on notera que dans le film, à un moment, on voit le VT1 qui arrive sur ce qui est révélé plus tard comme étant la Terre, à peine arrivé donc tout à fait par hasard sur la planète en pleine gravité. La première chose que fait le pilote ou le VT1 automatiquement, c'est de se débarrasser de son attirail de Super Valkyrie. Oui, tout à fait. Il se débarrasse de son pack spécifique spatial. Ouais. Voilà. Pour mieux, certainement, procéder, j'allais dire presque à l'amérissage. C'en est un quelque part, oui, effectivement. Et c'est peut-être effectivement aussi une manœuvre automatique, dans le sens où l'avion est en train clairement de s'écraser.
Et le fait de se libérer du poids du pack, parce que c'est ni un super ni un strike, mais c'est un pack, fait qu'il redevient manœuvrable et qu'il peut éviter la catastrophe. Ouais. Ok. Et sinon, bon, peut-être que je me trompe encore une fois, mais ces réacteurs bombes, missiles pod et compagnie qui sont sur les ailes des Valkyries en super ou en strike pack, donc, me rappellent quand même un petit peu l'armement qu'on pourrait trouver sur des hélicoptères, notamment des hélicoptères russes. Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, l'armement a été pas pompé parce que c'est pas ça, mais clairement inspiré de quelque chose qui existait déjà à l'époque. Même si la finalité de l'arme en elle-même est différente, son utilisation, on retrouve dans le design des choses qui appartiennent au présent et un peu au passé. Je veux dire, les UMM7, donc, sont les micro-missiles qui sont aussi stockés dans les super packs, d'accord ? Donc qui apparaissent sous forme de gros caissons rectangulaires sous les ailes avec 5 sorties. Donc dedans c'est blindé de micro-missiles, hein. On en a une petite quantité, de la même manière qu'on en a sur le dos dans les super packs. Ces missiles-là, clairement, sont des gros paniers à la base de roquettes. Donc des roquettes non guidées pour la plupart. Évidemment, on n'en a qu'une par longueur. Là, les micro-missiles s'empilent parce qu'ils sont censés être super directifs, super ci, super ça, parce que normalement utilisés dans l'espace. Mais le design en lui-même, on le retrouve dans sa globalité sur de l'armement non guidé, normalement, tout à fait conventionnel. Ok. Donc, en tout cas, il me semble aussi que l'armement en question permet carrément de se débarrasser de gros vaisseaux entradiens qui sont eux-mêmes énormes, même par rapport au SDF-1. C'est des armes nucléaires essentiellement ou c'est un peu plus conventionnel pour combattre les entradiens? Les UMM7, donc, qui sont les micro-missiles, eux, sont utilisés en hyper-vélocité et en hyper-maniabilité pour combattre toutes les cibles hypermobiles que sont les Regult, les Quedloon, les Gloge, etc. Après, pour descendre ce qu'on appelle les capital ships, dans la plupart de toutes des œuvres comme ça de space opéra, on va avoir les RMS-1. Donc les RMS-1 sont des missiles à tête effectivement atomique ou similaire, qui eux sont beaucoup moins agiles, mais ont une force de frappe exceptionnelle qui leur permet effectivement de descendre une escadre Zentradi avec la taille qu'on connaît, en 1 voire 2 coups sur les vaisseaux les plus modestes, donc les vaisseaux de reconnaissance. Et après, comme souvent les escadrons en emporte quand même un certain nombre, ça fait des gros dégâts dans les flottes ennemies, effectivement. Et ça, on a la même chose sur il y a eu des missiles en fait qui ont été créés maintenant, qui normalement sont encore inscrits aux arsenaux militaires, notamment des États-Unis et de la Russie, mais qui n'ont pas été utilisés depuis des années et qui ont des têtes nucléaires limitées pour détruire des formations de bombardiers. Donc c'est inspiré de ces missiles-là. Ok. Et donc en fait, ni plus ni moins, on a quand même l'idée d'un appareil qui non seulement est transformable en humanoïde, mais qui est surarmé. On est quand même là totalement dans la logique de Robert A. Heinlein dans ce qui était appelé en français Étoile garde à vous, plus connu maintenant grâce au film sous le titre de Starship Troopers. Oui, on peut pas dire le contraire parce il y a des parallèles qui se font sur tous les univers, tu es bien placé pour le savoir. Et clairement, le début et la genèse de ces armements, c'est clairement, on va se défendre, mais on va mettre tout ce qu'on a. Et on le voit dans le déploiement au niveau de Starship Troopers, notamment, où ils y vont par milliers, centaines de milliers, si on veut, contre un ennemi qu'ils connaissent pas. Là, c'est exactement la même chose, si on prend sur Macross. On sait pas qui c'est, mais on y va. Voilà. C'est un peu la folie des hommes à engendrer toujours plus de dégâts et ce qui va avec. Enfin, là, je pensais surtout au roman qui présentait justement une armure mobile, armure qui a inspiré donc l'OEV
Maddox, de notre ami Shinji Aramaki, qui a inspiré en fait apparemment Gundam et qui aurait inspiré en fait beaucoup de séries des années 70 et 80, de ce qu'on appelle maintenant les Real Robots. Voilà, sauf que dans Macross, effectivement, la justification d'avoir entre guillemets un robot géant et transformable se justifie par la taille quand même assez impressionnante de l'ennemi, le Zantradien étant un géant et un géant de taille diverse, puisqu'on le voit dans Macross Frontier et dans d'autres séries. Il y a même des Zantradiens plus grands que d'autres Zantradiens. Oui, et il y a, comme dans tous les peuples, je pense qu'il y a des tailles assorties, on va dire, qui sont assorties. C'est-à-dire que d'un côté, on a des nains et de l'autre côté, on a des géants. Et après, il y a le casual au milieu, quoi. C'est voilà, c'est assez marrant à voir, sachant qu'ils sont tous censés rentrer de la même manière dans un Regult, par exemple, pour se battre. Ça fait réfléchir au fait qu'un VF1 est censé pouvoir piloter aussi un Regult en s'asseyant dedans. Enfin, là, d'après ce que j'ai vu, les Valkyries sont à peu près de la même taille que, on va dire, un gars comme Britaille. Oui, le Zantradien de base est un peu plus petit, mais effectivement là on rentre dans des considérations d'échelle et de proportions qui sont très variables d'un dessin animé à un autre, tout simplement parce que en dessin animé on triche, comme en dessin. On triche même vachement dans les vieilles séries des années 80, puisqu'il faut quand même bien l'admettre, la première série de Macross c'est techniquement quand même à quelques épisodes près assez limité, au contraire du film. Mais bon, en tout cas, merci pour ces informations. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur les weapon sets de nos amis Bandai et Hasegawa, ou est-ce qu'il y a des différences avec notamment les jouets que tu affectionnes tant? Alors les différences avec les jouets, on va commencer avec ça. Il y en a peu au niveau du design et de la taille, ça correspond grosso modo. Il y a toujours des petits rapports d'échelle qui traînent. Mais voilà, c'est à noter éventuellement pour nos amis qui nous écoutent que les weapon sets Hasegawa sont exclusivement dédiés normalement à de l'utilisation sur de la licence du film, donc Do You Remember Love, puisque les pilotes qui sont fournis avec sont ceux du film. Et la manière de les disposer au niveau des ailes des VF1, là on va aller dans le technique, est clairement issue pour les VF1 du film. Je m'explique. Les VF1 de la série ont des numérotations, si tu veux, au niveau des numéros, pour tout ce qui est logique, une numérotation de numéros, mais comme les F-16 par exemple, américains ou les F-15, ils appellent ça des blocs. Les blocs sont des évolutions de l'avion, avec certaines capacités en plus, en moins, etc. Or, tous les VF1 qui sont issus normalement du film ont des blocs plus évolués que ceux de la série, puisque le film est censé avoir été tourné après en hommage à ce qui s'est passé pendant la série tatati tatata. Ils ont fait un micmac pour dire on a tout refilmé, on a réinventé un peu l'histoire. Mais les VF1, c'est pour ça notamment que les cockpits sont différents. Tu l'as déjà fait remarquer dans l'analyse des maquettes. Oui. Et les points d'emport sous les ailes aussi. Donc quand on voit par exemple sur la boîte Hasegawa la vue de gauche sur par exemple la boîte au 72e, tu as le UMM7 à gauche et ensuite deux RMS-1, donc des armes anti-navires, si on va appeler ça comme ça, qui sont, donc on a 3 points d'emport sous l'aile. Ces 3 points d'emport ne sont possibles qu'à partir de ceux du film. Donc de mémoire, c'est à partir du bloc 6 ou bloc 7. Voilà. Donc c'est la différence, sachant que ceux de la série télé, normalement, peuvent emporter aussi des RMS-1, mais n'ont que 2 points d'emport sous l'aile. Effectivement, oui. Et à savoir que dans ces boîtes-là, il n'existe pas de pylône double, il faut simplement le scratcher, c'est assez facile pour mettre 2 missiles côte à côte, c'est tout. Donc si j'ai un détail à mettre sur ces kits, c'est un peu ça. Ceux qui cherchent des pilotes TV à cette échelle sont bien embêtés d'ailleurs. Mais je pense que... avec Garwolk, il paraît que c'est désormais livré chez Hasegawa avec les versions Garwolk des VF1. Avec les Gearwalk, oui, parce qu'ils ont plus ou moins rebâti un peu la planche. Enfin, du moins, moi, sur le Gearwalk que j'ai construit pour un client, il y en avait. Maintenant, est-ce que c'est dans
tous les Gearworks, j'ai pas assez de recul pour te le dire. Toujours est-il que le pilote TV est quand même une denrée rare. Après, c'est plus facile de modifier un pilote film Do You Remember Love et le transformer en TV que l'inverse. Voilà. Donc j'ai envie de dire, à vos exactos, coupez un peu de plastique, ça vous fera pas de mal. Oui, bon, essentiellement, faut enlever l'espèce de plastron qu'ils ont sur le buste et les épaulettes, quoi. Ouais, grosso modo, c'est ça, parce que le casque peut passer sans problème pour un casque TV du moment qu'on le peint correctement. Oui, d'autant que bon, la grosse différence, même dans la série télé, c'est qu'il y a un casque très clairement entre guillemets terrestre, avec donc pas de truc au menton, et une visière assez limitée, et puis le casque spatial avec un casque intégral, quoi, en gros. Oui, ce qui est normal parce qu'il faut bien mettre l'arrivée d'oxygène quelque part quand le cockpit n'assure pas cette fonction, ce qui est le cas de certains VF. Ça dépend de la version. Ouais. Et donc de toute manière, il n'y a pas le choix puisque, comme je le précisais dans certaines vidéos, le seul pilote qui est disponible sur les maquettes Harry ou Imai, étrangement, c'est Hikaru Ichijo alias Rick Hunter, mais en tenue... on va dire en tenue civile. C'est ça. C'est le pilote qui avait été développé initialement, je crois, pour leur maquette du VF1D, je crois, il me semble, et qu'on retrouve de mémoire dans toutes leurs boîtes. Voilà, et du coup, on a de temps en temps aussi Min-May, mais c'est pas toujours le cas. Et même sur les maquettes au 1 centième, de toute façon, il n'y avait carrément pas de pilote. Il fallait récupérer en fait les pilotes qui sont vendus avec le hangar. Oui. Le hangar au 1 centième avec les destroïdes. C'était le seul moyen d'avoir les pilotes au 1 centième à l'époque. Mais bon, heureusement, les choses ont changé. Et puis, il me semble qu'il y a un gars qui s'était amusé à sculpter et reproduire en résine des petits personnages au 1,72, mais je ne sais pas si c'est encore disponible. Puis surtout, c'est pas officiel. C'est ça. Voilà, on va dire qu'on en a parlé, mais voilà. on en a entendu parler, voilà. On en a entendu parler. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai présenté donc les kits Hasegawa 1,48 et 1,72. Je présente aussi, pour comparaison, le kit Bandai, où je note qu'une seule petite différence, le RMS réacteur bombe, oui, est présenté chez Bandai en rouge au lieu de jaune. Oui, ça c'est encore une histoire de colorisation des planches lors de dans la série TV, mais parfois c'est rouge, parfois c'est jaune, parfois c'est orange, parfois c'est blanc d'ailleurs aussi, hein, si tu as envie de te favoriser encore un peu de peinture. Il y a certains plans où ils sont en blanc, et voilà. Et il me semble un petit peu moins gros que les Hasegawa, mais bon, c'est vraiment une, comment dirais-je, une comparaison vite fait. Cet armement VF1 qui est malheureusement livré à part. Je note en tout cas que très clairement le matériel Hasegawa est quand même nettement plus détaillé. Il est un peu moins grossier. Après, certains, moi dans les commentaires que j'ai vus et lus, certains préfèrent le matériel Bandai parce qu'il est un peu plus grossier et donc rappelle plus ce qu'on voit dans la série. Comme ceux qui préfèrent les grosses mains potelées des premiers kits à des mains plus détaillées, plus méca, plus finies. Là, c'est vraiment une question d'appréciation. Voilà. Là, c'est le choix du maquettiste d'avoir des grosses mains qui sont effectivement plus comme celles qu'on voit dans le dessin animé. Et voilà. Ouais, enfin, il faudra quand même que je vérifie un truc. Ça, je le mettrai en vidéo ou en photo pour vous autres qui nous écoutez. Puisque je me rends compte qu'en fait le part 7, le super part 7 que j'ai de Bandai est justement super, mais pas Strike. Donc c'est peut-être que les choses varient, sans mauvais jeu de mots. Il y a peut-être une autre boîte qui existe avec, non pas le super part 7, mais le Strike part 7. Il y a peut-être des différences, on verra ça. En tous les cas, merci beaucoup de tes éclaircissements. Est-ce que tu as une petite actualité éventuellement à nous signaler ?
Une petite actualité, oui, on va parler un peu du webcomics donc, que j'ai signé. Donc je fais le scénario et les customs sur base de jouets, donc un peu testostérone, hein, avec des VF surarmés, mais pour aller dans l'espace et sur des planètes qui n'ont pas la gravité terrestre, je le répète au cas où il y a des gens qui n'aient pas compris. Donc un petit scénario qui s'est mis en place, dessiné par un très très vieil ami à moi, très très bon ami. On sort à peu près une planche toutes les 2 semaines et on le présentera en exclusivité avec un stand dédié sur les prochains Auxerre Galactic Days. Donc ça se passe à Auxerre, hein, c'est normal, et ce sera donc les 19 et 20 octobre prochains. Donc faut pas hésiter à venir nous voir si vous êtes dans le coin, ça va être sympa, il y aura des petits goodies, il y aura la présentation de mes customs, donc je trimballe un peu de temps en temps, avec les explications, cette fois-ci, une exposition dédiée, et les planches officielles qui seront présentées avec toute la partie qui est déjà sortie, qui sera imprimée à feuilleter sur place, puisque c'est un webcomic, ça ne sera pas vendu ou aux caisses, c'est vraiment dédié à de l'entertainment dans son ensemble, et à dire, ça décrit en fait ce que moi j'imagine s'être passé après Macross et avant toutes les suites. C'est-à-dire qu'il a fallu pacifier la galaxie et on m'a demandé d'y aller. En gros, c'est ça. Voilà. Le reste, faut aller donc sur le site dédié ou sur la page Facebook qui sont disponibles pour en savoir plus. Et donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible avec les fiches de YouTube. Si j'y arrive, je le fais, mais sinon ça sera dans la description. Écoute, merci encore. Merci à toi. Écoute, on se revoit bientôt, j'espère. J'espère aussi. Donc, je vous invite tous à voir ce que nous a pondu l'ami Ratatarsé. Et je rappelle qu'il fait des customs autour de Macross de toute beauté. Et je vous invite à découvrir son travail. Merci. Alors voilà, on en sait maintenant un petit peu plus sur l'armement des Valkyries. Encore merci à Ratatarsé de nous avoir éclairé sur tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur toutes ces pièces optionnelles dans l'ordre d'arrivée, à savoir dans un premier temps le kit Hasegawa au 1.72, ensuite le kit Hasegawa au 1.48 et mine de rien en dernier le kit Super Parts de Bandai, puisque je n'ai pas acheté le kit pour faire la Strike Valkyrie, donc on va voir ça immédiatement. Alors, histoire d'en être débarrassé, vous présentez d'abord le display stand de Macross par Hasegawa. Vous indiquez encore une fois, et de nouveau, que je fais quelque chose d'assez spécial pour gagner de la place, c'est-à-dire que souvent je mets un kit, hop, dans un autre, ce qui fait que là vous voyez, de toute façon j'avais besoin de plusieurs armements puisque j'avais plein de Valkyries, donc j'ai plusieurs boîtes de weapon set. Donc le weapon set je l'ai mis avec le display stand, voilà, et vous voyez que du coup au lieu d'avoir 2 boîtes, l'épaisseur de 2 boîtes, j'en ai plus qu'une, donc je trouve ça pas mal. En plus de ça, là il s'agit de mettre des grappes qui seront utilisées plus tard. Donc cela étant dit, petite précision sur le display stand. Je l'ai acheté, comme j'allais dire tout le monde, pour améliorer l'ordinaire. Au final, je trouve ça comme les display stands Bandai. Je les trouve beaucoup trop voyants et beaucoup trop imposants. Moi, je vois que ça. Je ne vois que cette pièce-là, ça m'énerve. Autant ça va, autant pour le reste, je sais pas, ils auraient pu trouver quelque chose d'un petit peu plus discret qui permette de mettre ça, je sais pas, sous la Valkyrie au niveau du gunpod, un truc dans le genre, je sais pas. Mais là, c'est non. En plus, même si c'est adaptable aux différents modèles, que ce soit le VF1 normal, le VT1 ici, apparemment, donc, au moment où c'est sorti, on pouvait mettre aussi le YF19, le YF21, donc vous voyez que c'est adaptable ici, toujours en prenant les ailes. Moi, je trouve ça quand même un peu risqué. Et vous voyez que là, ça prenait autre chose au niveau du YF21. Ça fait franchement corbeau sur son arbre.
Bon, je vous avoue que de toute façon, je l'ai acheté par curiosité à l'époque, hein. C'était en 2002. Et donc ça fait déjà 17 ans, mais je les ai jamais utilisés et je ne sais pas si je les utiliserai jamais, mais ça va me permettre de vous les présenter. Donc j'ai fait le tour de la boîte, mais pas tant que ça. Donc en fait vous en avez deux et vous pouvez les mettre comme ça, et vous avez des autocollants livrés avec concernant Macross le film, Macross la série, Macross Plus, VF1 Valkyrie, Macross VE1, machin, enfin voilà, vous avez tout un tas de machins, de trucs, de bidules. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc c'était vendu 1000 yens, ça nous fait dans les 8 €, ce qui est quand même pas donné. Ce que je vous conseille, moi personnellement non, mais on va voir immédiatement ce qu'il en est. Le weapon set, c'est pour tout à l'heure. Profitons-en pour montrer qu'il vendait aussi des planches de décalco en collaboration avec le magazine Model Graphics pour faire d'autres options de Valkyrie. Là, si je me rappelle bien, c'était pour le YF19, je crois. Voilà, c'était fait avec Model Graphics. Je crois que c'était en 2002 aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil. Je vous montrerai les magazines en question, un de ces quatre. Et j'avais pris ça parce que aussi je savais que de toute façon ça disparaîtrait assez rapidement, et maintenant c'est totalement introuvable si je ne me trompe pas. Et voilà, c'était pour faire ces versions là du YF19. On verra ça, un de ces quatre. Donc le weapon set tout à l'heure, et vous voyez que le fait de mettre deux boîtes dans une seule, ça se justifie parce que ça prend pas de place. Voilà. Par contre, c'est vrai que le stand est sympa en termes de taille, et vous en avez deux. Voilà, vous avez 6 autocollants, et ça se monte apparemment assez facilement, et simplement c'est adaptable aux différentes tailles d'ailes apparemment. Et moi je trouve quand même que ce système là abîme, je pense sincèrement, la maquette. Ça ne peut qu'abîmer la maquette. Au final je ne pense pas l'utiliser tel quel, mais j'ai des plans pour ces trucs là. Donc voilà, c'était un peu expéditif, mais on va passer au weapon set. Alors le VF1 Valkyrie weapon set, bien évidemment c'est limité au VF1, c'est pas fait pour le YF19, c'est pas fait pour le YF21, c'est pas fait pour les VF de Macross Frontier ou les Macross Delta, donc c'est vraiment pour les VF1. Vous avez vu de toute façon ces images plusieurs fois tout à l'heure dans la présentation, et surtout dans la partie explication avec Ratatarcé, donc je sais pas si ça vaut le coup de revenir dessus. Reste que donc si je me rappelle bien, on a eu ces sets là assez rapidement, donc ça devait être certainement en 2000-2001. C'est pas indiqué là, il n'y a que les copyrights de Big West, mais donc vous avez les missiles normaux de la série, vous avez les réacteurs bombes et les micro-missiles pod que l'on voit notamment sur les Super et les Strike Valkyrie, donc essentiellement dans l'espace maintenant, vous savez pourquoi, et vous avez à chaque fois deux pilotes. Donc voilà mes deux pilotes du film, absolument pas les pilotes de la série. Voilà. Et du coup vous avez beau avoir deux pilotes, vous avez peut-être de quoi faire l'armement, on va dire tranquillou pépérou de deux Valkyries, mais pas de deux Valkyries de la série par exemple, hein. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Et vous voyez que ça complète astucieusement bien évidemment la maquette que vous avez choisi de faire de la Valkyrie, hein, parce qu'une Valkyrie sans armement, voilà. Donc on a vu la boîte qui d'ailleurs est vendue à voilà 1000 yens, c'est quand même pas donné, 8 € pour des pièces qui sont quand même essentielles à l'armement des Valkyries. Voilà, bon ça c'est pour les pièces au 1,72, on va voir à l'intérieur. Bon je redécouvre que j'avais donc, j'ai toujours en double cette planche pour les YF19, c'est bon à savoir, on sait jamais effectivement. Donc le weapon set,
La notice avec donc ce qu'on peut mettre bien évidemment sur la Valkyrie. Une seule grappe, enfin il y en a deux, c'est une seule grappe identique, donc elle est x2. Comment faire donc le pilote encore une fois du film. Les emplacements sur les ailes, je sais plus s'il faut, oui apparemment c'est marqué qu'il faut poinçonner, donc il faut faire des petits trous dans les ailes soi-même. Et j'ose espérer que les emplacements sont indiqués sur la pièce, je crois que c'est le cas, mais il n'y a pas de trou, donc il faut les faire soi-même. Les petits missiles, les gros missiles, les lanceurs de petits missiles aussi, et voilà. Et après c'est comment placer les décalcomanies et comment placer bien évidemment tout ça. Donc vous voyez c'est exactement la même grappe x2. Les pilotes sont très détaillés, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on aurait aimé les avoir avec les maquettes, mais ils ont réglé ce problème-là avec les maquettes suivantes, hein, YF19, YF21, etc. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Les pièces sont détaillées aussi quand même, mine de rien. Et vous avez donc des décalcos avec tout ce qu'il faut pour les missiles, les lance-missiles, les machins. Et ça, c'est pas des pots de banane, c'est les épaulettes des pilotes. Puisque plutôt que de les peindre soi-même, il vaut mieux les mettre en décalco, c'est quand même un peu mieux, et je crois qu'il y a même la visière. Je crois que ça c'est la visière des pilotes, donc voilà, c'est finement pensé, vraiment. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ce weapon set, on va passer au weapon set des VF1 mais au 1.48. Alors ça fait déjà un petit bout de temps que Hasegawa a sorti des Valkyries au 1.48, pas assez à mon goût, mais il y en a, donc voilà, et puis de toute façon il y a tout ce qu'il faut pour faire toutes les Valkyries VF1 qui existent, en strike, en super, etc. Et il leur fallait bien évidemment l'armement qui va avec. Donc là c'est le cas, avec encore une fois une superbe illustration d'Hideta 4 Engine, et je préfère nettement cette illustration d'ailleurs à la précédente, ça c'était un peu lambda on va dire. Ça franchement ça vend du rêve, vraiment. De quand date ce kit là, je ne sais plus trop. Je viens de vérifier, c'est quand même assez étonnant, c'est de 2014. Donc ça fait à peine 5 ans que c'est sorti. Je sais plus quand est-ce que j'avais acheté mon VF1 ou un 48 que je vais faire en mode VF1J, mais il me semblait que c'était un petit peu plus vieux que ça. Ils auront quand même mis leur temps hein, quand même à sortir cet armement, j'ai l'impression. Vous noterez qu'il n'y a que l'armement, pas de pilote, parce que pour les VF1 ou un 48 ils ont mis les pilotes et c'est bien. Alors qu'est-ce que ça donne pour le reste de la boîte? On voit ce que ça donne avec l'armement du VF1 normal. Pour le Strike Valkyrie, voilà, et si je me rappelle bien c'était vendu voilà 2600 yens, donc ça vous fait quand même dans les presque 25 €, hein. C'est quand même pas donné, mais vous avez tout ça, et cette fois-ci vous avez les micro-missiles qui sortent des lance-missiles, ici vous les avez à part, voilà, et ça vous pouvez les mettre par deux ou tout seul. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On va voir tout de suite. Eh ben, il n'y a pas grand chose dans cette boîte, hein. Franchement, ça aurait pu tenir dans une boîte beaucoup plus petite. Voilà la notice, on dirait presque pour un jouet. Là encore rappel de ce qu'on peut mettre sur les ailes. Ça rappelle qu'il faut poinçonner différemment les ailes selon l'armement qu'on veut mettre apparemment. Je pense que c'est ça, oui. Et là vous avez, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est ça. C'est des trucs qui se rajoutent dessus. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais visiblement c'est fait pour que ça tienne et qu'il n'y ait pas de trou, j'imagine. Ou alors non, c'est... Ah voilà, d'accord, je comprends. En fait c'est une pièce que vous rajoutez dans l'aile, à l'intérieur de l'aile. Et vous avez fait le trou dans la pièce, j'imagine, pour qu'ensuite ça puisse clipser l'armement. J'espère que c'est ça. Voilà. Amis japanophiles, si vous pouvez nous éclairer là-dessus, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc armement de la série,
les grosses bombes, les portes petites bombes missiles machin, et voilà. C'est peut-être un petit peu plus clair pour la façon de placer tout ça. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'options, soit mettre deux gros portes micro-missiles, soit un porte micro-missile et deux grosses bombes, trois grosses bombes. Et vous voyez que l'emplacement pour les missiles comme la série, bah, c'est pas du tout au même endroit. Enfin si, mais voilà, c'est à différents endroits sur l'aile, quoi. Vous avez des décalcos, bien évidemment, pour les missiles et tout. Et là vous avez donc pas mal de pièces, par exemple pour les portes micro-missiles, je crois en compter 4. Et pour le reste, il doit y avoir facilement 3 grappes identiques, donc voilà, pas besoin de les enlever, ça m'arrange. Vous voyez un petit peu la taille de ces machins. Mais pour autant ça prend pas toute la taille de la boîte. Donc voilà pour le weapon set au 1.48. On va passer au super part set avec les missiles de Bandai. Alors a priori s'il y a le super part set, c'est qu'il y a le strike part set. C'est un ensemble fait pour compléter le kit de Bandai de la nouvelle Valkyrie 1.72 qui proposait, qui n'a rien à voir avec la Valkyrie transformable qu'ils avaient réédité d'Imai. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble le kit, vous voyez le lien qui apparaît ici. Coucou à Alban d'ailleurs, merci encore pour ce beau cadeau. Donc pour compléter cette Valkyrie, là j'ai la possibilité du coup de faire la version Super Valkyrie et surtout l'armement qui était manquant dans ce kit. Donc le kit en lui-même date de 2013, ça fait tout bizarre de se dire que ça fait déjà 6 ans. C'est au 1.72, donc a priori c'est à la même taille, en tout cas à la même échelle que ce que je vous ai montré de Hasegawa au 1.72. Hein, voilà. Là vous avez des images, enfin une image représentant la totalité de l'armement et des parts qui complètent donc la Valkyrie pour en faire une Super Valkyrie. Vous avez des autocollants et des décalcos. Et il rappelle que tout cela peut se poser sur un de leurs display stands. Voilà. Et c'est vendu quand même 2000 yens, ce qui nous fait quand même dans les 18 €, on va dire. C'est pas donné. Mais il y a plus que des missiles. Il y a, voilà, ce qui permet de faire ça, pour ceux qui n'ont pas encore compris. En fighter, en gearwalk, en battloid, puisqu'il est transformable. Et du coup, comme il est transformable, s'il a encore les missiles, vous voyez, les ailes peuvent être laissées derrière. Elles ne se ferment pas. Il ne va pas se débarrasser de ses missiles pour se transformer en battloid. Voilà, donc on a vu la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors c'est quand même bien rempli. Et là, vous avez donc soit les décalcos, soit les autocollants. À vous de voir. La notice, c'est presque un petit bouquin, c'est assez sympa, tout en couleur. Là, vous avez donc les indications pour faire le pack Super Valkyrie, on va dire. Donc là, comment placer ces parties-là qui se rajoutent donc au bras ou pas, attends. Bon, ça s'enlève. Et ensuite, on rajoute donc ces pièces-là. Et après, on rajoute ce machin-là pour le gun pod, j'imagine. Et ça, du coup, ils mettent ça sur les jambes. Ils ont quand même indiqué à un moment donné que ça se plie, j'espère. Alors, c'est à la fois très précis et assez bizarre. Donc, il y a ces machins-là qui s'ouvrent, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les rabaisser, les ouvrir, les rabaisser? Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Ça doit dépendre de la position de la Valkyrie. Sinon, donc en couleur au milieu, comme d'habitude,
donc la présentation des différents modes et ce que ça donne avec le Super Pack. Quelques images de Macross. Pour ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est issu de la série. Là donc les couleurs, mine de rien ça va être pas mal. Et là pareil, vous avez des illustrations qui rappellent les vieilles maquettes que je vous ai déjà présentées. Et là c'est pour l'emplacement des décalcomanies. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors les amateurs de No Paint seront ravis de voir que c'est déjà aux couleurs qu'il faut. Mais ça fait plastique. Hein. D'ailleurs je voyais pas ça aussi vert. Mais à l'œil nu c'est un petit peu plus bleu. Mais bon. Voilà. Là vous avez quelques pièces qui sont presque bronze. Mais vieux bronze. Ce que j'aime bien, c'est que les missiles ici sont pas en deux parties, enfin ils sont en deux parties, mais pas en coupe longitudinale. C'est, vous voyez, c'est des tubes, c'est bien. Et vous avez à la fois donc les missiles non lancés et la position avec les missiles lancés avec les petites ailettes là. Voilà. Et les pièces sont pas mal détaillées. Alors je savais pas que ça c'était blanc, je vois pas pourquoi ils le font blanc. Moi j'ai toujours fait dans une autre couleur que blanc. Mais mais à eux de voir. Voilà. Les détails m'ont l'air un petit peu différents de ce que j'ai l'habitude de voir. Et ça a l'air pas mal. Voilà, on en a pour son argent, très clairement. Très clairement. Voilà, je pense que la Strike Valkyrie, mis à part qu'il y a le double canon à la place ici, n'a strictement aucune différence. Voilà. Et ben écoutez, c'était la présentation donc des armements de la Valkyrie classique de Macross avec les explications de Ratatarcé. Encore merci à toi Ratatarcé de nous avoir éclairé sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. Moi en tout cas j'ai trouvé ça intéressant, c'est juste que très certainement je retiendrai rien. Voilà. Donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, donc merci à vous d'être chez moi, voilà. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne pour PayPal et Tipeee, et je vous retrouve donc très bientôt, très certainement, pour une vidéo autour d'un kit de Macross.